Salut à tous, c'est Luc Lodinac et bienvenue dans Movie Trigger. Aujourd'hui, on va parler du dernier film de Sofia Coppola, Les Proies, sorti il y a quelques temps déjà, avec au casting, qu'est-ce qu'il y avait? Kirsten Dunst, Nicole Kidman, Colin Mia Farrell, Fanning, et Elle Fanning. Avec moi pour en parler, vous avez entendu Christelle Cozy. Comment tu vas? Très bien, merci. Et pour une fois, je suis pas toute seule en fille. Elsa Perrin, comment tu vas? Très bien, très bien. Très contente d'être là. Vous êtes prête pour parler de ce film? Oui. dont moi j'en ai rien à branler, mais vous, il vous a fait quand même quelque chose. Yes. Surtout Elsa. Surtout Ouais, c'est bon, ouais, ça balance. On se détend, Ça j'ai mis balance. un demi-point de plus que toi, donc ça va. On est sur quelque chose de raisonnable quand même. Oh, spoil pas la fin, attendez. Oh. Allez, on balance la bande-annonce des Les Proies. Does he? Nina? It seems the enemy is not what we believe. I hope you like apple pie. Is that my recipe? It is. I need rags. I need chloroform. Go to the smokehouse. Get the saw. Now. Bring me the anatomy book. Can I get you anything? Give me the key. You know I'd get in trouble for that. Alors ce film qui a été récompensé à Cannes pour le prix de la mise en scène, plutôt pas mal, hein, ce qui paraît, la mise en scène, c'est peut-être un bon point. Oui. Oui, Il l'a mérité. Il l'a mérité. Alors Les Proies, donc comme je disais, c'était avec Colin Farrell, Kirsten Dunst, Nicole Kidman et Elle Fanning. Alors de quoi ça parle en fait? C'est une histoire qui se passe en Virginie, on sait pas trop, dans une campagne un peu paumée des États-Unis, Ouais. pendant la guerre de sécession. Ok, donc les nordistes et les sudistes se foutent sur la gueule. Et c'est l'histoire de quoi? D'un mec qui du sud. C'est un nordiste qui est retrouvé blessé par une petite fille qui est dans un pensionnat de 5 filles et qui l'amène dans le pensionnat et puis du coup le quotidien se voit troublé. Alors qu'elles elles sont plutôt sudistes aussi, c'est ça qui est important. Oui, donc le mec est nordiste et les femmes filles, elles sont dans un état du sud et clairement le début c'est un peu est-ce que je le ramène, est-ce que je le ramène pas, est-ce que c'est un méchant, est-ce que c'est un gentil, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le parce livre. que normalement elles auraient juste dû le mettre un petit drapeau et le livrer. Le livrer. Sauf que là elles se disent non mais par la bonté de Dieu, absolument pas. Ah oui, l'hypocrisie de la chrétienté, ça je vais en parler par contre. Vraiment parce que c'est bien chrétien, vraiment pas parce qu'il est vraiment canon. On va le garder à la maison c'est et pas du tout le Norman soigner. qui parle. Voilà. Alors Colin Farrell, il y a 300 ans, pouvait pécho, c'est ça en fait. Exactement. D'accord. Mais là il pouvait pécho tout le pensionnat. Hein. Non, parce qu'il faut savoir aussi que le film est aussi un remake, en quelque sorte, c'est une seconde adaptation d'un livre dont le premier film était sorti en 71 avec Clint Eastwood. Donc là, Clint Eastwood versus Colin Farrell. Oui. Mais moi je le trouve pas si mal, Colin Farrell. Non mais franchement dans c'est ce que t'as film, pas vu Trop Détective saison 2, toi. Oui, mais dans ce film, il est très bien. Non mais dans ce film, il est très bien, surtout à un moment là quand il est alcoolisé et qu'on lui a pété la jambe et qu'il a genre pourquoi vous m'avez fait ça. Ouais, non, franchement, il se démerde bien. Et qu'il est vraiment dans la désespérance Attitude totale, ouais. La tristitude, quoi. Quand il est dans la tristitude, exactement. Moi, je l'ai trouvé touchant et un peu flippant sur les bords, quoi. Un peu creepy, vraiment. Il fait très peur, mais c'est très bien joué justement. Quand ça part en couille, t'es là. Non, puis tu sens que c'est pas jouer la folie pour jouer la folie, c'est. Puis tu sens vraiment qu'il est imprévisible. Tu ne peux pas savoir ce qui va se passer. Oui, ça c'est l'alcool en fait. Oui. Mais non, mais c'est bien joué parce que ça se retranscrit. Ah non, mais clairement, je suis très d'accord avec ça. Mais il y a sur les autres actrices, comment ça se passe, l'alchimie qui fonctionne. Alors, je laisse Elsa parler de Kirsten Dunst. Celle qui a lancé les autres. Oui, mais parce qu'elle est censée jouer, je pense, une jeune femme d'une vingtaine d'années grand maximum. Elle a 45 ans maintenant, je crois. Mais c'est ça, quoi. Ouais. Et en fait, le problème, c'est qu'elle est censée jouer une petite vierge, une amoureux... Et comment on dit, une amourée Effarouchée, ouais. Enfin, bref, en gros, elle tombe in love et elle est censée être vierge et elle est censée être hyper innocente. Je comprends pas ce qui se passe dans mon corps et dans mon esprit. Et le problème, c'est que clairement, physiquement parlant, elle a bien 45 ans, quoi. Je veux dire, elle a un peu des rides. Je soupçonne des traces de chirurgie esthétique. Oui, peut-être, mais encore une fois, c'est pas ça le problème. Enfin, je veux dire on juge pas par les expériences chirurgicales. Mais non, mais on juge l'artiste. En vrai, c'est vraiment pas ça du tout le problème. C'est juste que ça colle pas. Enfin, t'y crois pas une seule seconde. C'est pas crédible.
Alors que tous les autres personnages, genre, ils sont cool. Mais franchement, même Nicole Kidman, elle semble plus jeune qu'elle. Enfin, oh putain, la vache. Alors qu'elle est censée être plus vieille. Enfin, tu vois, donc je sais pas. Ça marche pas. Ah, le truc, ça marche pas. C'est du lourd. Elle Fanning, elle passe trop bien par contre. Ouais. Genre la petite pétasse de 15 ans, elle est parfaite. Ouais, c'est très bien parce que c'est une petite pétasse de 19 ans, donc ça va. Il y avait juste à monter 4 ans en arrière, quoi. Non mais tu sens qu'il y a du vécu quoi. Tu sens que c'est pas tout le temps joué. Tu sens qu'il y a... Tu sens faut que je fasse comme à la maison, d'accord. Elle a la biatch attitude en elle, tu vois, genre. Ah ouais, je me rappelle d'une scène où elle est en train de bêcher un truc dans le jardin, si tu veux, et là tu sens vraiment l'adolescente de 15 ans en la mode connasse. putain, ça me casse les couilles, je balance la bêche comme ça, rien à foutre. Ça, elle le fait vraiment très bien et tu la détestes, enfin personnellement, je l'ai détestée du début à la fin quoi. Mais même quand elle pleure, t'es là mais oui, tu nous casses les couilles, voilà. Oui, puis après elle dit la meuf elle assume pas d'avoir chauffé le gars et tout, ouais, genre t'es là mais putain, assume. Non, vraiment, tu la détestes et c'est en ça que l'actrice est cool là-dedans, quoi. Bah, The Neodaman, c'était pareil, je sais pas si vous l'avez vu. Oui. Oh là là, mais c'est pareil, genre, elle est énervante au possible. En fait, t'es limite même avec les antagonistes, quoi. Vas-y, butez-la, putain. C'est un peu ça, quoi. Bah, là, c'est exactement... J'ai eu cette même haine, alors que je trouve l'actrice géniale, parce que du coup... Elle m'énerve tellement que je me dis putain mais elle joue trop bien et tout, mais du coup je me dis elle va jouer ça, que fait. Des rôles comme ça. Je pense qu'en fait les directeurs de casting en fait ils ont un mémo, ils ont fait bon fille casse-couille. Ah prends Ellie Fanning. Bah ils peuvent, ça marche bien. Ouais, ça marche très bien. C'est une procédure maintenant dans Hollywood. Hein. Tu veux une fille casse-couille, tiens j'ai le numéro d'Ellie Fanning si tu veux. T'as le Renoir français, c'est Omar Sy. Voilà c'est ça. Ouais. La petite French Marion Cotillard. Et globalement le film alors, enfin comment est-ce que vous en avez pensé Est-ce que ça fonctionnait? Est-ce que l'histoire en elle-même, la chimie, tout fonctionnait? Alors pour ma part, la construction me dérange parce que la première partie est assez lente, c'est le bordel et c'est fini. Et ça, j'ai trouvé que c'était un chouïa rapide sur la fin. Il dure combien de temps le film? 2 heures? 2 heures, ouais. Ouais, 2 heures ou 2h10, je crois, un truc comme ça. Ouais, enfin 2 bonnes heures, ouais. Quoi, ouais. Et en gros, ça serait parti en couille genre un quart d'heure, 20 minutes avant, c'était très bien équilibré. La fin n'est pas assez développée, ce qui est bien dommage. Ça aurait donné plus d'épaisseur au film. Alors que le début, la mise en place, les non-dits, certes, c'est important, mais c'est un peu lent à mon goût. Mais esthétiquement, par contre, c'est très beau. La lumière est extrêmement bien travaillée dans ce film-là. Surtout les lumières quand on est un peu dans la nuit. Ça, j'ai rien à dire là-dessus, c'est très bien. Et puis il y a des plans sur la nature qui sont très très beaux. Genre, je me rappelle d'un plan sur une toile d'araignée, sur ce genre de trucs qui sont vraiment énormes, quoi. Ouais, non, ça c'est vrai pour le coup. Et après, je sais que toi tu l'as trouvé un peu long, mais moi je sais que personnellement la première partie c'est celle que j'ai préférée. Après, c'est vrai que je suis d'accord, c'est extrêmement rare, mais sur les 2 heures là, je me suis pas du tout fait chier. Genre, il n'y a pas un moment où je me suis dit. Genre, Hashtag Valériane. Non, je me suis pas non, mais en vrai, c'est rare. Enfin, quand je vois un film de 2 heures, il y a des moments où je me dis, ouais, ça va être très long. Et en fait, là, il n'y a pas un moment où vraiment j'ai senti une longueur. Et donc, je suis presque à dire qu'il aurait pu durer plus de 2 heures. Genre, vraiment. Je pense que tu dis, ouais, il aurait fallu faire commencer la deuxième partie un petit peu plus tôt. Moi, je dis, non, il fallait laisser la première partie comme elle est. Ouais, dans ce cas-là, ouais, ou alors rallonger la deuxième partie, ouais. Ouais. Moi, j'aurais plus vu ça comme ça. Parce que je trouve que la première partie, elle est vraiment hyper importante et c'est elle qui installe toute la base du film, quoi. Donc, ah oui, là, c'est sûr, le film, il est installé. Parce que oui, clairement, en fait, toute la première partie du film, c'est qu'est-ce qui se passe. On récupère ce mec, il y a tout le truc du ouais, c'est censé être un méchant, c'est censé être un ennemi, qu'est-ce qu'on en fait? On le garde quand même pour la, entre guillemets, chrétienté. Et à partir de ce moment-là où c'est un petit peu défait ce truc du en fait les méchants c'est pas toujours des méchants, l'individu c'est pas une cause, blablabla. À partir du moment où on a cassé ça, là ça devient ouais mais quand même il est vachement mignon, toi aussi tu le trouves mignon, ouais mais moi je le trouve plus mignon, enfin voilà, ça va être un espèce de combat, c'est moi qui veux et pas non toi dit. Ouais, c'est ça va être un combat non dit entre toutes les gamines. Donc sur plusieurs plans, parce que les gamines petites, ça va être genre oui, mais c'est moi qui lui ai apporté son truc, je l'ai aidé à se déplacer parce qu'il a mal à la jambe, voilà. Après, t'as les gamines un peu plus grandes, enfin les femmes un peu plus grandes pour le coup, et là tu sens clairement que c'est... Je le veux. Oui, il va me niquer moi, ouais. Oui. Et en fait, la première partie est hyper intéressante parce que tout ça c'est dit. Ouais, mais sans parole. Ouais. Tu le sens, enfin je veux dire, tu le sens de A à Z et c'est sans aucune parole. Et moi c'est là que j'ai peut-être le plus aimé ce film-là. Et après, je suis pas sûre que... Je sais qu'on est allé le voir avec Pezzo, qui a pas eu le même ressenti. Mais je pense qu'en vrai... C'est de la merde. C'est ça. Non, Par mais contre, ces commentaires étaient énormes. Ouais, et puis je pense qu'en vrai... c'est un peu triste à dire, mais je pense qu'en étant une femme, on a un autre visuel sur le film qu'en étant un homme. Parce qu'il y a plein de scènes qui sont clairement tournées avec un regard de femme sur qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est que la virilité.
Mais genre, je suis pas sûre que Pezzo, par exemple, il ait pu prendre conscience parce qu'il a jamais regardé un homme comme ça. Enfin, je veux dire, il a jamais eu envie d'un homme ou. On sait pas. Que sais-je. Non mais non, c'est vrai, que sais-je. Mais non, mais clairement, ça c'est hyper intéressant. Je suis d'accord. Surtout la scène, on en avait parlé, je me souviens, de quand il est dans le jardin et qu'il est en train de. Il est en train de jardiner, quoi, tout simplement. Et ça en paraît fait, ridicule quand vous dites ça. On le voit. Enfin, on s'en rend compte après. Mais trop pas en fait. Ouais. On s'en rend compte après, on le voit en fait via le regard de Kristen Dunst, mais c'est au bout de quelques minutes qu'on s'en rend compte. Et c'est vrai que dans cette scène, en soi, il fait pas grand chose. Enfin, il jardine, quoi. Il y a rien d'extraordinaire. Mais laissez-moi tuer les patates. Mais c'est filmé. Non, mais en plus de ça, il y a même pas ce truc un peu cliché du on le voit torse nu en sueur. Oui, quoi. même pas. Rien. Même pas. Non, il est en petite chemise en train de faire son truc. Mais elle est très sexuelle cette scène. C'est vrai que cette scène, il dégage une virilité, une testostérone. Tu sens toutes les hormones qui partent dans cette scène, alors que. Encore une fois, comme dit Elsa, il n'y a pas le cliché torse nu machin, il est juste en chemise en train d'arracher des plantes, mais tu sens qu'il y a un truc, quoi. Elle est tournée de manière à ce qu'il passe. S'il pouvait arracher des vêtements à la place, il serait au taquet, quoi. L'homme sexualisé au possible, quoi. C'est impressionnant, parce que c'est une scène toute simple, mais la mise en scène, et c'est en ça qu'il mérite son prix. Ouais. Et moi, je sais que j'avais eu un peu le même... Enfin, pas monté de la même manière, mais j'avais eu le même sentiment sur Marie-Antoinette. Il y a des moments où il y a de la sexualité dans certains plans. Je sais pas comment dire, moi, je la trouve très forte sur ça. Et c'est à la base pas une réalisatrice que j'aime beaucoup, mais je trouve qu'elle est vachement forte sur ça pour installer une ambiance sans parole, sans mots, sans rien, avec juste... même pas forcément des regards. C'est le cas de Lost in Translation, en fait, c'est tout ça. Hein. Oui, ouais. Non mais vraiment, moi c'est genre la partie que j'ai préférée, c'est peut-être pour ça que j'ai préféré la première partie, parce que je trouve ça hyper intéressant et hyper fin. Et là, donc la deuxième, en fait, est une partie plus classique d'une intrigue qui... ça y est, ça bouge enfin, ça se déconstruit. C'est qu'il finit par coucher, le coquin. On dirait pas avec qui, on devrait regarder le film. Oui. D'ailleurs, alors désolé, je vais faire 30 secondes d'analyse. Allez, vas-y. Parce que moi, il y a quand même un truc qui me fait marrer, un truc que j'ai beaucoup aimé. C'est que l'hypocrisie de cette époque est bien mise en avant. Pendant tout le film, ils sont là. C'est pour la chrétienté, c'est pour la chrétienté. Tape pas sur la table. Pardon, c'est vrai, excuse-moi. C'est pour la chrétienté, c'est pour la chrétienté. Alors qu'en vérité, c'est pour niquer. C'est pour le sexe. Et ça, je trouve que c'est génial d'avoir pensé à ça, parce que ça paraît un détail, mais non, je trouve que c'est important de le rappeler, effectivement. Tout ce côté, la société de l'époque. Il y a pendant tout le film, il y a des liens entre la religion. Il y a plein de plans qui sont, d'un point de vue esthétique, qui sont juste magnifiques, où lui, il est dans l'ombre, il y a toutes les gamines, ils sont en train de prier ou quoi. Elles sont toutes un peu dans la lumière, assises à côté de lui, à ses genoux, en mode... Non, il y a un rapport entre la religion, la sexualité et tout ça, t'as raison, qui est hyper intéressant. Donc ça pour le coup, j'aime bien. Mais revenons à la deuxième partie avec une intrigue plus standard. Ils auraient pu aller encore plus loin, je trouve, sans perversité de ma part, vraiment. Je trouve qu'ils auraient pu aller... Ça aurait dû être plus vicieux. Je trouve que ça va trop vite. C'est dommage, vraiment. Genre ça tombe comme ça, bim... c'est que d'un coup, on dit rien, puis d'un coup, hop, il est dans le lit d'une des meufs. Et là, c'est le bordel. Ah oui, et là, bouh, c'est le bazar. Il a mis son zizi, ah là là. Et c'est le clash. Voilà. Et là, c'est parti pour Love Story. C'est ça, exactement. Non, mais en plus, c'est trop. Enfin, même pas. Genre, c'est ça qui est impressionnant. Par contre, les personnages de meufs, ils sont quand même pas très. C'est l'époque qui vaut ça, tu me diras. Oui, mais... le fait. Oh non, tu n'es pas venu dans mon lit. Mais je t'aime quand même. Parce que, voilà, t'es beau, t'es intelligent, donc je t'aime. Le côté nounouille est très bien fait, ça pour le coup. Oui, tu sens qu'elles ont pas vu beaucoup d'hommes dans leur vie. Hein ah non, la bite. Elles ont pas vu le loup non plus, souvent. Hein. Ah bah, jamais. Non, c'est le principe du film. Le principe, c'est ça. C'est une petite bergerie bien tranquille, et puis il y a un loup. Et c'est elles qui le font rentrer, tranquille. C'est une version porno du Petit Chaperon Rouge, encore vu que ce c'est conte ça, mais avec, hyper sexuel avec à la base. une dizaine de chaperons rouges. Voilà. D'accord, ok. Bon, pour ceux que ça intéresse... à l'envers. Voilà, pour ceux que ça intéresse, donc un Petit Chaperon Rouge version porno maxi best-of. Ouais. Avec une pointe d'angoisse sur les 20 dernières minutes du film, quoi. Ouais, par contre, à un moment, on s'est toutes les deux dit, putain, il va faire un truc horrible. Non. Mais non. Mais non, d'accord. non, mais l'angoisse, encore une fois, pareil, comme la tension de sexualité, la tension d'angoisse et de peur, elle est très bien installée. Ouais. Par plein de petits détails, par plein de trucs, mais c'est très... Enfin, moi, j'ai trouvé ça très bien fait.
Ok, bah merci pour vos impressions. Donc c'était Les Proies de Sofia Coppola. Retrouvez toutes les émissions de Retour vers le Turfu sur retourversleturfu.com. N'hésitez pas à passer sur les pages de lecteurs de podcasts comme iTunes et balancer les étoiles. Et merci aux filles aujourd'hui, merci Christelle, merci Elsa. Et on vous dit à tous à bientôt. Ciao. Bisous. Colin Farrell qui arrive, des meufs dans qui la sont là. brume. J'ai mal à la jambe. Il y a une scène d'action à ce qui paraît dans le film. Pop. Oui, Une course-poursuite. Non, c'est quand il se casse la gueule et oui, c'était d'accord. la scène d'action du film. Alors, il y a une scène d'action, il y a une course-poursuite avec un mec en béquille à qui il manque une jambe. Voilà. Ça, c'est la scène d'action. Ouais. Oui. Ça, la course-poursuite, c'est vraiment un mec en béquille à qui il manque une jambe. Donc, qui court après une petite fille. Ah non, mais ça, tu dis ça, tu mets ça sur l'affiche, moi j'y vais. Dans le C'est quoi ton film? Non, mais en vrai, moi je sais que cette scène-là, elle m'a fait un. Tiens, non, celle-là. Elle t'a fait un choc parce qu'une jambiste se faisait courser? La façon dont c'est filmé, même si en fait le mec il a beau être. Tu vois, je me suis fait la réflexion, je me suis dit putain, mais le mec il est en béquille quoi. Ça va. Et en fait, non, ça fait un peu flipper sa mère quand même, tu vois. Non, c'est un peu glauque cette scène-là. Non, clairement, puis tu sais pas qui va le faire.